Alors, on peut commencer? Allons-y. Alors, bonjour. Alors, mon nom est Rachel Aubé. Alors, comme vice-présidente de Beausart, me fait plaisir de vous accueillir au 7e Symposium international de sculpture de Beausart à Saint-Georges-de-Beauce. Compte tenu du contexte pandémique dans lequel nous évoluons, Beausart a ajusté sa 7e édition en ouvrant celle-ci aux sculpteurs québécois uniquement. Les sculpteurs ne pouvant être en présence physique durant 3 semaines afin de réaliser leur œuvre, celle-ci a été conçue dans leurs ateliers respectifs. Beausart souhaite d'abord et avant tout démocratiser l'art en la rendant accessible au public de tout âge. Les sculptures des différents symposiums forment un extraordinaire musée en plein air. Les activités ont aussi été élaborées en partenariat avec le Centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin et le Cégep Beauce-Appalaches pour rendre cet art accessible tant aux jeunes qu'aux adultes. La conférence de cet après-midi s'inscrit dans la volonté de Beausart de rendre accessible l'art à toute la population. Monsieur Coulombe présentera d'abord sa conférence. Une période de questions suivra. Nous vous demandons d'utiliser la main si vous souhaitez poser une question. L'animateur de la rencontre, Monsieur Claude Gagné, vous donnera le droit de parole le moment venu. Aujourd'hui, la conférence « Lorsque l'image nous touche, art et nouveautés » sera présentée par M. Maxime Coulombe. Sociologue et historien de l'art, Maxime Coulombe est professeur titulaire d'histoire d'art contemporain à l'Université Laval. Il s'intéresse à la réception des images, qu'elles tiennent de l'art, du cinéma ou des jeux vidéo. Il est d'ailleurs membre du groupe de recherche Forme actuelle de l'expérience photographique, épistémologie, pratique, histoire. Il a notamment publié aux presses universitaires de France Petite philosophie de zombie en 2012 et Le monde sans fin des jeux vidéo en 2010. Son dernier ouvrage, qui a été publié à l'automne 2019, il s'intitule « Les plaisirs des images ». Il a aussi été membre de jury de différents concours d'art actuel et il a fait partie du comité d'acquisition du Musée national des beaux-arts de Québec. Pour M. Coulombe, la radiance renvoie à la puissance de certaines images, de certaines œuvres, à nous éclairer d'une certaine compréhension, à nous donner quelques lumières pour appréhender les tensions de notre époque, le rythme de notre vie intérieure. Sans plus tarder, je vous laisse au bon soin de notre conférencier, M. Maxime Coulombe. Merci de cette invitation. Merci de cette présentation aussi qui est très généreuse. On voit le parcours fait, en fait, souvent dans ce genre de moment. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est la première fois que j'ai à travailler avec les gens de Beausart. Je pense que je suis extrêmement sensible aux objectifs de vulgarisation, de sensibilisation qui animent le travail de Beausart. Donc, ça m'a fait plaisir de venir prendre la parole avec vous aujourd'hui. Pour aborder, en fait, c'était d'abord sous ce jour-là qu'on m'a approché là, pour aborder mon ouvrage sur le plaisir des images. Et plus spécialement, peut-être pour contribuer aussi sur la question de la radiance. Donc, voilà, c'est là-dessus, en fait, que je veux discuter aujourd'hui. Je vais vous faire une petite présentation rapidement du plan de match tout à l'heure. Pour le dire vite, j'en ai peut-être pour une demi-heure de présentation. Je ne sais pas, des fois, je suis un peu plus long. Quand mes anecdotes sont bonnes, c'est un peu plus long. Mais donc, c'est ça, peut-être une demi-heure, 40 minutes. Puis ensuite, on enchaînera sur la période de questions. Ça va me faire plaisir de pouvoir réagir avec vous, de pouvoir échanger autour des enjeux qu'on va aborder ensemble, mais peut-être même plus largement sur la question de la réception des images qui, depuis peut-être 15 ans maintenant, le vrai champ de recherche, mon vrai champ de recherche. Donc, voilà, bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais tenter si vous voulez, de présenter de la manière la plus claire et la plus structurée possible mes recherches. J'ai le défaut de mes qualités, c'est-à-dire que je suis professeur à l'université, donc si vous avez des questions, si ça va rapidement, n'hésitez pas à prendre des notes puis de me poser des questions ensuite. Là, ça va vraiment me faire plaisir de vous aiguiller si je ne suis pas assez vite sur des choses. Donc, voilà, bienvenue.
Quand on m'a approché à l'origine pour donner une conférence sur la radiance, j'avoue que j'ai peut-être hésité un peu parce que la radiance, ce n'est pas un mot que j'emploie tous les jours. Ça ne fait pas partie de mes concepts de recherche. Donc, je me suis tourné vers mon bon vieux Littré pour me rafraîchir la mémoire sur qu'est-ce que c'est que la radiance. Hein? On y dit que la radiance est la qualité ou l'état de ce qui rayonne. Donc, dans un premier temps, ce serait en fait un rayon lumineux, par exemple, qui est capable de nous atteindre. Dans le champ des images, cette idée-là d'un rayonnement ou d'une radiance nous renvoie à un certain nombre de phénomènes. Le plus évident, sans doute, est celui du cinéma, par exemple, et des écrans, hein, qui sont deux médiums dont la lumière est produite par l'image elle-même. On n'a pas besoin d'une lumière supplémentaire pour être capable de voir l'image. La lumière provient de l'image et donc la perception est possible à même l'image. J'ai un autre exemple à vous donner de ça, ce qui me permet peut-être de vous introduire rapidement à mon PowerPoint qui a le défaut, ce n'est pas le cas dans une vraie présentation, de me rendre tout petit. Donc, je vais essayer peut-être d'en sortir de temps en temps pour pouvoir m'adresser à vous. Mais on va faire un petit bout sur mon PowerPoint. Donc, voilà. L'autre exemple peut-être le plus connu de cette question-là d'images qui sont capables de produire de la lumière, c'est le travail de Jeff Wall. Ici, vous voyez une vue d'exposition de Jeff Wall, notre grand héros canadien, hein, un immense photographe canadien de réputation internationale qui est entre autres connu, mais pas uniquement pour ça, pour l'utilisation d'une technologie qu'on voit beaucoup dans les abribus, en fait, c'est-à-dire d'une surface transparente rétroéclairée qui fait que l'image elle-même produit de la lumière. Donc, j'aurais sans doute pu faire un bout de chemin sur cette question de la radiance entendue au sens propre, au sens presque littéral, mais je trouve plus intéressant de me tourner plutôt vers la valeur métaphorique de cette notion de radiance-là, c'est-à-dire de m'interroger sur les différentes manières qu'ont les images de nous atteindre, la manière dont une image est capable de nous éclairer, si vous voulez, d'une certaine lumière. Autrement dit, comment les images sont capables, parfois, pas toutes, et puis pas toujours les mêmes pour chacun, de transformer notre regard, de transformer notre sensibilité, d'être capable d'ouvrir peut-être un peu notre monde sensible. Donc, c'est de ces images-là dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Mais pour amorcer cette réflexion-là, il faut peut-être que je commence par le début, que je commence par un premier mouvement, si vous voulez, qui serait celui de réfléchir sur la manière dont nous entrons en contact avec les images par le biais de nos connaissances et par le biais de notre mémoire. Autrement dit, comment on donne sens aux images, comment nous-mêmes on projette sur les images du sens des souvenirs pour être capable de les interpréter. On verra ensuite comment cet effet de retour-là est possible et comment les images, dans un deuxième temps, sont capables de venir nous rejoindre, au fond, de nous éclairer, de transformer notre mode d'appréhension des choses. Quelque part dans la série américaine Marvel's Daredevil de Netflix, en fait sorti en 2015, le personnage de Wilson Fisk que vous voyez ici au milieu de l'image, qui est un raffiné mais un violent caïd de la mafia new-yorkaise, se rend dans une galerie d'art et il s'arrête devant un tableau blanc. Un tableau blanc qui est un quasi-monochrome. En fait, on le voit assez bien autour de lui. Il n'y a que quelques textures, quelques nuances qui rythment la surface de la toile que la caméra va rapidement détailler. Puis en fait, pour ouvrir une parenthèse, il est assez évident que c'est ce genre d'image qui rebute assez naturellement la plupart des gens qui sont peu familiers avec l'art contemporain. C'est ce genre d'image dont on entend dire, par exemple, ah, bien, vous savez, mon enfant aurait pu le faire, ou encore, il se serait agi que j'ai de la peinture et un bon rouleau, que j'aurais sans doute pu aboutir à un résultat comme celui-là. Donc, que la série présente un personnage, un vilain, comme on dit dans les univers de super-héros, devant un monochrome, ça aurait pu tourner à la chose la plus entendue possible, si vous voulez, sur le rapport aux images. D'autant que
la maîtrise ou la connaissance de la part de Wilson Fisk du monde de l'art est nulle. C'est quelqu'un qui vient d'une famille pauvre du Bronx. Ce n'est pas quelqu'un qui a une sensibilité à l'art particulière. Donc, de le voir arrêté littéralement devant une image a quelque chose d'un peu étonnant. Hein, il est chauve, massif, tout vêtu de noir, et il va se tenir pourtant immobile face à cette toile blanche-là. Après un temps, la galeriste va s'approcher de lui et va lui demander d'un ton un peu entendu, êtes-vous intéressé ou vous ne faites que regarder? Fisk de répondre intéressé, sans détourner les yeux, la voix tendue, la main même parcourue d'un petit tremblement qui trahit sa propre agitation intérieure. Et la galeriste, hein, vous savez, les galeristes sont en général capables de reconnaître les gens intéressés, de lui dire les gens me demandent comment on peut exiger de telles sommes pour de simples dégradés de blanc. Je leur dis que ce n'est pas la question du nom de l'artiste, de la difficulté technique, ce n'est même pas une affaire d'art. Tout ce qui compte, c'est comment la peinture vous fait sentir. How it makes you feel. Et Fisk va finir par répondre, c'est ce qui fait toute la force de cette scène-là, « Elle me fait me sentir seul », d'une voix presque blanche. Et pourtant, il va acheter la toile et par bribes, au fur et à mesure de la série, on va comprendre l'origine de son pouvoir d'évocation, entre autres le fait que cette image-là lui rappelle le mur qu'il était forcé de fixer lorsque son père violentait sa mère, ce qui rompt avec aussi un autre rapport entendu à l'art qui serait celui que l'art a pour effet de nous apaiser. C'est visiblement pas pour cette raison-là que Wilson Fisk a décidé de regarder cette image. En fait, j'ai la scène tirée de Netflix. Je veux juste m'assurer, peut-être que Léna, que je vous vois dans l'écran, vous me direz si vous entendez le petit extrait. On va essayer de l'écouter. Ça ne dure pas très longtemps, c'est, je pense, 2 minutes, 1 minute 30. Donc, vous allez pouvoir voir. Léna, vous me dites si on entend bien. OK. Peut-être tendre l'oreille, mais le dialogue, je vous l'ai déjà fait, donc vous allez pouvoir le voir à l'œuvre. There's an old children's joke. You hold up a white piece of paper and you ask, "What's this?" A rabbit in a snowstorm. You interested or just looking? Interested. People always ask me, how can we charge so much for what amounts to gradations of white? I tell them it's not about the artist's name or the skill required. Not even about the art itself. All that matters is, how does it make you feel? It makes me feel alone. Donc là, on est au cœur d'une certaine expérience des images, d'une certaine projection, je dirais même, d'un rapport aux images que l'on va appeler la projection sur l'image de la mémoire épisodique. Ici, l'image n'est pas source de compréhension, mais au fond d'impression. Ce qu'éprouve Wilson Fisk lorsqu'il est confronté à cette image-là, c'est de voir remonter à la conscience, probablement, un événement, un contexte, une organisation concrète de choses. Ça ne se produit pas juste pour les images, d'ailleurs. Hein. Parfois, un simple détail, une certaine lumière, une texture, une odeur, une mélodie, sont capables de nous ramener à un moment précis de notre expérience personnelle. On peut avoir, par exemple, un souvenir épisodique très précis du moment où on a reçu notre premier vélo. Cette expérience-là va inclure, lorsque, par exemple, on entend la sonnerie d'un vieux vélo, ça nous rappelle soudainement notre propre vélo qui nous ramène lui-même au moment où on l'a obtenu.
Ce souvenir-là va faire lever en nous les caractéristiques du vélo en question, sa couleur, mais aussi, il s'agit de repenser à nos propres exemples personnels de ces moments où la mémoire épisodique a pu fonctionner, d'un contexte affectif lié à l'événement. On va pouvoir se rappeler, par exemple, de l'excitation qu'on a vécue lorsqu'on a eu le vélo, des personnes qui étaient présentes, d'un sourire, etc. C'est ça la mémoire épisodique. C'est le pouvoir d'une image et dans le fond de n'importe quel stimuli, d'être capable de nous ramener dans notre propre histoire personnelle. Mais pour que ça opère, et l'exemple encore une fois de Wilson Fisk est assez intéressant, pour que ça opère, un certain nombre de caractéristiques sont nécessaires. La première, c'est qu'il faut qu'on soit dans une certaine forme de disponibilité pour que ça puisse se produire. Pour que les effets de réminiscence puissent exister, il faut qu'on soit dans un état relatif de calme. C'est le contre-exemple parfait de ça, c'est le fameux phénomène de la liste d'épicerie. Quand vous arrivez à l'épicerie puis que vous avez tenté de garder simplement dans votre tête les choses que vous deviez acheter, lorsque vous arrivez à l'épicerie, vous ne vous rappelez de rien. Pour la simple et bonne raison que l'épicerie est une stimulation visuelle incroyable, si bien que cette stimulation visuelle-là bloque votre capacité à utiliser votre mémoire. Pour la petite histoire, c'est le même espace qui est utilisé pour la mémoire que pour la perception visuelle dans le cerveau. Donc, lorsque vous surstimulez la perception visuelle, par exemple, vous êtes au volant d'une voiture en course-poursuite, ça devient très difficile d'être capable d'utiliser ce même espace-là pour vous rappeler d'un souvenir visuel parce que là, il y a déjà une saturation, puis le cerveau n'est pas... C'est une chose assez intelligente. Il comprend que le plus important, c'est de s'occuper de la perception. Les souvenirs, on s'en occupera après. Et donc, pour être capable de voir la mémoire remonter à la conscience, si vous voulez, il faut qu'on soit dans une certaine forme de calme. Il faut qu'on soit dans une certaine forme d'apaisement. Et donc, certains diront, de mes étudiants dans la salle, qu'on pourrait dire qu'une des manières traditionnelles de vivre une expérience, c'est d'être dans un état de contemplation, parce que c'est ça qui permet au souvenir de remonter à la conscience de manière assez naturelle. Et donc ici, la galerie d'art est un espace relativement contemplatif qui va permettre à la mémoire de fonctionner. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que le musée a, s'il a comme défaut d'être un endroit séparé du monde, d'être un cube blanc, etc., on peut lui reprocher bien des choses, il a aussi cette caractéristique d'être un endroit où l'on peut se placer dans un contexte contemplatif. L'autre élément, tout aussi évident, qui est impliqué dans l'exemple de Wilson Fisk, c'est que pour que le souvenir remonte à la conscience, il faut qu'il y ait une analogie entre la situation actuelle, dans le cas de Wilson Fisk, le tableau par exemple, et le souvenir que l'on souhaite ramener à la conscience. Plus le souvenir est ancien, plus la ressemblance doit être forte. Il faut que le tableau, dans ce cas-ci, ressemble, il faut que sa texture, que sa teinte soit similaire au mur de l'enfance, par exemple, pour que sa grande taille, imaginons même, sa capacité à surplomber Wilson Fisk, pour que le rapprochement soit fait. Et donc, il y a aussi une question de contexte, parfois. Le contexte psychologique, affectif, va aussi peut-être permettre cette correspondance-là. Peut-être aura-t-il fallu que Wilson Fisk soit dans un de ses rares moments de fragilité pour être capable soudainement d'éprouver ce souvenir-là pour qu'il remonte à la conscience. On l'aura compris aussi, l'intensité émotionnelle d'un événement vécu va aussi déterminer sa force de prégnance dans les souvenirs. Si une chose, par exemple un traumatisme, comme c'est le cas pour Wilson Fisk, arrive, ce traumatisme-là pèse très lourd, fait plier, si on veut, l'espace de la mémoire et ça va être assez facile de le stimuler par des souvenirs successifs. C'est le cas, par exemple, des gens qui ont vécu des troubles post-traumatiques où il y a un ensemble d'éléments qui constamment ramènent à ce souvenir traumatique-là. Donc ça, si vous voulez, j'avais une autre image du mur d'enfance, en fait, de Wilson Fisk. Donc, le rapprochement était avec ce mur-là. Donc, ça, c'est un premier type de mémoire, c'est un premier type de rapport qu'on peut entretenir aux images. Vous aurez compris que c'est un rapport qui fait l'économie de toute connaissance préalable. Il n'y a pas besoin de connaître la pratique de l'artiste, il n'y a pas besoin de connaître aucune information particulière. On laisse simplement la mémoire travailler et c'est elle qui est capable, de temps en temps, de faire naître des rapports aux images.
tout comme on est capable de faire naître des rapports à des odeurs ou des rapports à des sons. L'autre type de mémoire pour comprendre les images, c'est-à-dire l'utilisation du sens pour comprendre les images. Utilisons un autre exemple pour l'approcher. J'ai pensé à vous, amateurs de sculpture, et j'ai décidé de me pencher vers une œuvre de BGL, Goodnight Darty, de 2006-2007. N'importe quel amateur de science-fiction qui se respecte, j'oserais même dire n'importe quel amateur de cinéma, voire de culture en général, va être capable de reconnaître, ma fille serait capable de reconnaître que ici, étendue au sol, se trouve la figure de Darth Vader, à qui il semble être arrivé malheur, puisqu'il semble avoir fondu dans un... on n'a pas le détail de l'événement, tout ce qu'on a, c'est sa conséquence. Darty semble avoir fondu au sol. Il s'agit uniquement que de quelques détails du casque pour qu'on soit capable d'identifier, c'est-à-dire que cette figure-là soit capable de nous rappeler à un certain nombre d'informations qu'on a en mémoire. Le fait que, non seulement il s'agit de Darth Vader dont on connaît le nom, mais d'autre part, on va être capable de se rappeler que c'est le père de Luke Skywalker. On considère d'ailleurs que c'est plus un spoiler pour personne désormais de dire que Darth Vader, c'est le père de Luke Skywalker. Ça doit faire partie de la culture générale désormais. Je m'en excuse si ça a eu cet effet sur vous. Et donc, l'ironie du travail de BGL, c'est évidemment de représenter Darth Vader, non pas comme cette figure toute puissante, le grand maître Sith, celui qui rétablit l'équilibre de la force, que sais-je, mais dans une figure fondue au sol, ridiculisée, désacralisée, autrement dit. Et en l'appelant Goodnight Darty, l'expression Darty, c'est aussi une expression familière pour conjurer la menace, dirons-nous, de cette figure de Darth Vader. Dans une certaine mesure, ce que BGL est en train de faire, c'est d'utiliser notre mémoire sémantique pour qu'on soit capable de reconstituer la figure de Darth Vader pour ensuite la ridiculiser dans une référence comme celle-ci où il apparaît désormais vulnérable. Le truc est assez ancien d'ailleurs, si je peux me permettre, puisque je sais qu'il y a des amateurs de Rick Moranis dans la salle. C'est aussi ce qui se passe évidemment dans Spaceballs lorsqu'on décide de représenter Rick Moranis en casque noir. Donc, comment fonctionne la mémoire sémantique? Elle fonctionne grâce à nos connaissances conceptuelles. On l'emploie en fait sans relâche pour être capable de donner sens au monde qui nous entoure. C'est en fait, personnellement, j'ai l'impression que c'est uniquement par habitude qu'on ne s'émerveille pas davantage du pouvoir de la mémoire sémantique, parce que c'est grâce à elle qu'on est capable de se repérer dans une ville nouvelle, par exemple de savoir où sont les toilettes quand on rentre au restaurant, ou qu'on est capable de se repérer sur une carte, ou encore d'identifier un motif dans un tableau ancien. C'est le même principe qui est en jeu. L'objectif de la mémoire sémantique, c'est de nous permettre de connaître un stimulus, d'en comprendre les caractéristiques et d'être capable d'en anticiper les effets. Comment elle fonctionne? Et depuis notre enfance, la mémoire sémantique a pour caractéristique d'agglomérer les caractéristiques des objets perçus, qu'ils proviennent de notre propre expérience du monde ou de ce qu'on nous en a dit. Donc, à terme, on a aggloméré, si vous voulez, autour de cette figure de Darth Vader, l'ensemble des détails qui constituent la figure. Et c'est grâce à la mémoire sémantique que l'on est capable d'imaginer, par exemple, que si on creusait un tunnel à travers la Terre, on aboutirait à tel endroit sur la planète, que si on veut se rendre en France, mieux vaut prendre l'avion que le bateau, etc. C'est l'ensemble des connaissances que l'on emploie pour comprendre le monde. Et ce sont des connaissances qui sont en partie visuelles. C'est une mémoire sémantique parce qu'elle permet, par abstraction, d'être capable de donner sens à quelque chose de nouveau. Elle va nier l'exception, elle va nier notre propre histoire personnelle pour nous permettre de construire et d'interpréter à l'aide de catégories générales. Elle a tendance à nier toute référence autobiographique. Et s'il a bien fallu qu'on acquiert les connaissances qu'elle contient, on est souvent ignorant de la manière dont a pu se constituer l'ensemble de connaissances que l'on a sur une chose. De même, la mémoire sémantique ne tient pas compte de l'ordre dans lequel on a appris les choses.
tous les éléments finissent par s'amalgamer, si vous voulez, dans une construction de sens qui est en général assez cohérente. Peu importe qu'on ait appris la géographie de la France avant celle de la Belgique, qu'on ait ajouté les différents pays au fur et à mesure de nos connaissances, lorsqu'on invoque dans notre tête l'image de l'Europe, on replace tous ces pays-là sans se soucier de l'histoire de notre connaissance, sans se rappeler du contexte dans lequel on a appris ces différents pays-là. L'objectif est un objectif de connaissance. La mémoire sémantique, elle croise et comprend le langage, c'est-à-dire qu'elle est un répertoire des faits et des représentations qu'on a du monde qui nous entoure. Et c'est pour cette raison, en fait, que c'est assez difficile. Moi, j'en ai beaucoup, en fait, je suis sans doute traumatisé par ça. J'en ai beaucoup contre mes profs de cégep qui ont constamment insisté pour me dire que quand je voyais ça, il ne fallait pas que je voie une pipe. Parce que ce n'était pas une pipe, évidemment, il s'agissait d'une représentation d'une pipe. C'est là où la mémoire sémantique ne serait pas d'accord et dirait, bien, savez-vous, les caractéristiques langagières d'une chose, les caractéristiques visuelles d'une chose, les caractéristiques sensorielles d'une chose sont amalgamées, si vous voulez, dans cette mémoire sémantique. Et il y a donc de bonnes raisons de penser qu'il s'agit d'une pipe, puisque c'en est le dessin, et puisque ces connaissances-là ont oublié le contexte dans lequel elles ont été acquises pour se bâtir comme un tout. Et donc, le langage constitue une des manières par excellence de développer la mémoire sémantique. C'est pour ça qu'on est capable de comprendre en histoire de l'art des tableaux en lisant des livres, ce qui pourrait apparaître contradictoire, parce qu'on sait bien que le langage permet dans notre tête de recréer des images et qu'à partir de ces images-là, on peut être capable d'interpréter, de compléter, de contextualiser les œuvres d'art sur lesquelles on a à réfléchir. Donc, on comprend, puis c'en est que deux exemples, les deux principaux en fait de mémoire, la mémoire épisodique qu'on a vue avec Wilson Fisk et la mémoire sémantique qu'on a pu voir avec Goodnight Darty. C'est deux des grandes manières que l'on a d'entrer en relation avec les images, c'est-à-dire de les interpréter, ou bien de notre histoire personnelle, ou bien à partir de connaissances qu'on a acquises par ailleurs. Mais les images sont capables de faire plus que ça. Elles sont capables, et c'est ça qui nous rapproche sans doute de la question de la radiance, elles sont capables de transformer, de changer le sens des mots que l'on emploie. Elles sont capables de changer le contexte dans lequel on peut comprendre. Elles sont capables d'ouvrir des nouvelles perspectives dans notre compréhension du monde. Je me souviens d'avoir visité l'exposition Chimère, Shimmer, au Musée national des beaux-arts du Québec, quelque part en 2010-2011, je ne me rappelle pas exactement du moment. Puis je ne me rappelle pas de l'ensemble de l'exposition, mais je me rappelle d'avoir été impressionné, touché par une œuvre en particulier, une œuvre qui est le fruit de la collaboration entre Massimo Guerrera et Olivier Chouanière, qui est un metteur en scène de théâtre. L'œuvre est assez simple, en fait, dans sa construction. Il s'agit d'une table que vous voyez. Là, on voit la créature en dessous, mais imaginez qu'au-dessus, c'est une table vitrée. Et sous la vitre, en fait, se trouve un texte assez long, écrit par Olivier Chouanière. Et donc, sous la table se trouve cette étrange créature monstrueuse. De quoi parle l'œuvre, ou en tout cas, de quoi parle le texte? Il parle du décès du frère de Chouanière, mort dans un accident, mort en fait presque au moment où Olivier Chouanière est né. Le texte de Chouanière, on en voit des extraits ici, est ponctué de blanc, de silence. C'est comme s'il mettait matériellement en scène ce qu'il décrit par ailleurs, c'est-à-dire la souffrance des membres de la famille, leur mutisme, à propos du drame et l'espèce de mutisme ou de silence dans lequel Chouanière lui-même a grandi. Le monstre, caché sous l'œuvre, semble évoquer l'espèce de traumatisme ou de silence ou de mystère qui entourait le frère de Chouanière à l'époque. L'œuvre, jumelée à la sculpture de Massimo Guerrera, à la sculpture en dessous, produit un malaise, en tout cas, produit un malaise chez moi. Et elle décrit moins, pour moi, un événement personnel qu'un motif. Elle en est venue, si vous voulez, plus exactement, à constituer un motif, comme un affect. Celui d'arriver après un malheur, celui d'arriver après une crise
et de n'en ressentir que la gêne, l'embarras, le mystère. C'est un peu comme dans un souper entre amis, hein, ça nous est tous arrivé, puis j'espère sincèrement que ça va nous réarriver quand même. Lorsque dans un souper entre amis, on va aux toilettes, puis on revient, puis là, à table, tout le monde se regarde en chien de fusil, la mâchoire serrée, personne ne parle, puis là, on se dit « qu'est-ce qu'il y a? » Puis là, il y a quelqu'un qui répond, là, mais presque sans ouvrir la bouche, « rien. » Puis là, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose, qu'il s'est produit quelque chose, et tout ce qu'on a pour le constater, ce qui nous permet de le matérialiser, c'est le silence des gens autour de la table, et il va nous falloir après, par tentative, par essai-erreur, maladroitement, d'être capable de reconstituer ce qui s'est produit et peut-être même éventuellement de relancer la conversation. Il y a donc quelque chose d'absent qui fait peser un poids sur l'ambiance de la soirée et sur nous. Et donc, ce paradigme-là, autrement dit, que mettait en scène Chouanière, cette espèce d'événement-là dont on arrive trop tard et dont on va devoir subir les effets sans pour autant en connaître la cause, pour moi, ça constituait une sorte d'élément, de paradigme, d'exemple, à partir duquel je me suis mis à réfléchir à un certain nombre de choses dans ma vie, et ça s'est manifesté comme une sorte de clé, si vous voulez. Ça a eu un pouvoir de compréhension qui dépassait le cas strict de Chouanière, comme si j'avais gagné là un élément de compréhension, comme si certaines personnes sont hantées par des événements qui leur échappent. Bref, tout mon fond psychanalytique était traversé par ce que Chouanière avait réussi à mettre et Guerrera à mettre en scène et les effets de ça. Et donc, tout ça pour dire qu'une image, une œuvre d'art nous émeut quand elle est capable de toucher nos affects, nos désirs, nos souvenirs. Mais elle ne nous bouleverse peut-être vraiment que lorsqu'elle est capable d'un certain pouvoir de révélation, lorsqu'elle est capable de nous révéler des choses. Certaines images rares, puis peut-être à chacun personnelles, sont capables d'ouvrir de ces nouvelles perspectives en nous. Ces images-là sont à la fois originales, autrement dit, et comme archéologiques, parce qu'elles semblent être capables de révéler des choses que l'on n'avait peut-être pas aperçues. C'est ce que Jacques Rancière, pour donner une référence qui est assez importante en art contemporain, c'est ce que Jacques Rancière va définir par le terme de dissensus. Rancière, d'ailleurs, dans son travail, insiste beaucoup sur cet effet-là des images, capable de changer, si vous voulez, pour employer un peu de vocabulaire précis, là, de changer l'épistémé dans laquelle on se trouve, de changer l'ordre du monde dans lequel on se trouve. Il y aurait donc des images, parfois politiques, qui sont capables de changer l'ordre des choses. Rancière insiste beaucoup sur quelque chose de délibéré, en fait, comme si l'artiste désirait de son propre chef produire ce bouleversement-là et qu'il y arrivait. J'ai l'impression que c'est peut-être vrai, il y a probablement des cas où ça se produit, mais que plus concrètement, puis peut-être aussi plus souvent, il y a des moments de rencontre entre des sujets et des images où l'image est capable de bouleverser le sujet lui-même, de fonctionner comme un levier de compréhension du monde. Elle est capable, sans que ce soit délibéré, de produire un effet sur celui qui la voit, sur celui qui la manipule. Un exemple, je pense, serait sans doute utile ici. Donc, on va s'arrêter sur un exemple que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé ailleurs, mais qui est pour moi extrêmement riche de contenu. L'exemple de Darwin. En 1858, un an avant la publication de L'Origine des espèces, Darwin va recevoir le manuscrit d'un jeune explorateur, anthropologue, biologiste, Alfred Wallace. Darwin est complètement consterné. Beaucoup des hypothèses et des théories qu'il est en train de développer depuis 20 ans se trouvent contenues dans le manuscrit de son jeune collègue. Darwin va d'ailleurs écrire à un de ses amis, Charles Lyell, il va lui dire « Écoute, l'originalité de mes recherches, quelle que soit leur importance, est annihilée. » Affligé, mais bon joueur, Darwin va employer sa réputation dans les cercles scientifiques britanniques pour que l'essai de Wallace soit publié,
avec bien sûr ses lettres à lui sur le sujet pour être capable de se poser comme co-découvreur de la théorie. Mais ça va avoir un autre effet sur Darwin, ça va l'inciter, ça va créer en fait un sentiment d'urgence chez lui. Dans les mois qui suivent, il va enfin publier son Origine des espèces. Dans une sorte d'emportement, une espèce de frénésie, il va publier son Origine des espèces. Et la consultation des notes de Darwin, de ses brouillons, nous indique que l'urgence a eu un impact considérable sur son texte. Darwin va simplifier des morceaux de son argumentation, de même que des larges pans de son appareil de présentation. Entre autres, il va laisser tomber beaucoup des notes en bas de page qui organisaient le texte. La chose pourtant la plus dommage, sans doute, ou la plus saisissante, c'est le fait que cette simplification-là va éliminer un exemple fascinant du pouvoir des images à stimuler la pensée. Dans les notes de Darwin, ici je vous ai mis Darwin, ce n'est pas l'édition originale d'Origine des espèces, mais tout ça pour dire que depuis 1837, Darwin, dans ses cahiers, dessine des dessins ramifiés pour représenter l'évolution des espèces. La chose n'est pas très étonnante, en fait, depuis le Moyen Âge. On utilise des arbres généalogiques pour représenter les filiations familiales. Lamarck, même, qui est un grand biologiste, va même recourir à cette image-là pour penser l'évolution des animaux dans chacune des espèces. Dans ses notes inédites, Darwin va pourtant rompre avec cette tradition-là et va préférer une autre image pour être capable d'illustrer l'évolution des espèces, le corail. On en voit des représentations ici. Cette forme le fascine depuis des années, en fait, depuis son tour du monde sur le Beagle. Et c'est un des motifs qu'il ne cessera de représenter dans ses carnets. Forme issue de la nature, bien sûr, sculpture naturelle, le corail en vient à se faire un motif pour sa pensée, qui va participer à l'organisation de ses réflexions, de ses hypothèses. Bien que le corail soit très, très près d'un arbre, les esprits tatillons diront, voyons, le corail et un arbre, c'est la même affaire. Détrompez-vous, chers amis, puisque lorsque une branche d'arbre meurt, elle tombe. Le corail est très différent dans sa nature. La partie vivante du corail croît sur les parties fossilisées, sur les parties mortes. Et donc, le corail constitue, au fond, une métaphore beaucoup plus précise de la manière dont les espèces actuelles sont le prolongement d'espèces disparues. Parce que se trouvent représentées dans le corail, si vous voulez, non seulement les espèces telles qu'elles existent aujourd'hui, mais toute leur histoire présente dans les parties fossilisées du corail. Darwin indique même à côté de l'une de ses esquisses, The tree of life should perhaps be called the coral of life. Donc, l'appeler vraiment le corail aurait été plus exact. Pourtant, arrachant le lecteur à ses habitudes représentatives, trop singulières, l'image du corail va être supprimée du manuscrit pour être remplacée par celle plus classique de l'arbre. L'effacement de ce motif-là va créer de nombreux paradoxes, à commencer par nous faire réaliser que le corail n'a pas été développé par Darwin comme un moyen de vulgarisation, ni pour le spectateur, ni pour lui. En fait, à lire le beau livre de Ernst Bredekamp, dont je m'inspire un peu ici, à tourner les pages du journal de Darwin, à regarder ses croquis délicats, on en vient à comprendre que le corail n'est pas l'illustration de la théorie aboutie, mais un levier, une manière que Darwin s'est donnée pour être capable de comprendre l'origine des espèces. Bredekamp de dire d'ailleurs, je le cite, « Ce n'est pas comme description de la nature que Darwin a livré la substance de sa théorie de l'évolution, mais comme commentaire à un diagramme. Commentaire à ce diagramme absent de la version finale du texte. L'ironie est d'autant plus belle. » Pour Bredekamp, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui, là, je pense que c'est important de montrer les lieux où je suis en désaccord avec lui.
pour Bredekamp, le dessin permet d'accélérer le raisonnement. Et donc, ce serait pour ça que Darwin aurait réussi à développer sa théorie des espèces, à dessiner le corail en question. Le geste de la main, dira-t-il, anticiperait celui de la pensée, et l'image dessinée préfigurerait, si vous voulez, la théorie à venir. Or, cette idée-là est, à mon avis, inexacte pour au moins 2 raisons. D'abord parce que la forme du corail, contrairement à ce que semble sous-entendre Bredekamp, Darwin ne l'a pas inventée. C'est en prenant au contraire une forme donnée, singulière, contingente, que Darwin a pu développer sa longue histoire biologique de notre planète. Le corail est une métaphore pour la pensée de Darwin au sens précis où les sciences cognitives parlent de métaphore, c'est-à-dire, et là je cite Joseph Grady qui dit « Afin qu'une métaphore apparaisse, il doit y avoir correspondance entre des éléments provenant des 2 univers de conceptualisation différents. » Et donc, en présumant du lien entre 2 choses, la métaphore va forcer la recherche d'une similarité, d'une correspondance. Elle met la pensée en mouvement et ce qu'elle trouve, elle va moins l'avoir inventé qu'elle va l'avoir mis en évidence. On le constate assez vite, la métaphore n'éclaire pas d'une lumière égale la chose qu'elle illustre. Elle souligne certains aspects, en laisse d'autres dans l'ombre. Mais malgré tout, elle analyse l'objet qu'elle décrit. La métaphore n'est pas une vérité, elle est un coup de sonde. À nous ensuite de prendre cette intuition-là et d'en vérifier la force d'explication, la force de création, si vous voulez, de nouvelles pensées. Et c'est pour ça que c'est ce commentaire-là, en fait, qui me fait soulever une deuxième critique à Bredekamp. Le fait qu'il y en a des tonnes, des biologistes qui ont dessiné des coraux dans des petits cahiers. Je veux dire, moi-même, j'aurais pu dessiner des cahiers, des coraux dans des petits cahiers. C'est pas pour ça que ces gens-là ont réussi à développer une théorie de l'évolution. Ça prend plus que le fait de voir un corail pour être capable de développer une théorie de l'évolution des espèces. Ce que ça exige aussi, c'est une bonne dose d'imagination. Et c'est probablement pour ça aussi que le travail de Darwin est si fascinant. C'est non seulement parce qu'il a employé le corail pour être capable de préfigurer son origine des espèces, mais par son pouvoir d'imagination, si vous voulez, il a été capable de voir la correspondance entre les 2. Baudelaire, dans son très, très beau texte sur Edgar Allan Poe, définissait d'ailleurs l'imagination de manière extrêmement belle. Il disait « L'imagination n'est pas la fantaisie », je le cite. « Elle n'est pas non plus la sensibilité, bien qu'il soit difficile de concevoir un homme imaginatif qui ne serait pas sensible. L'imagination est une faculté quasi divine qui perçoit d'abord les rapports intimes et secrets des choses, les correspondances, les analogies. Les honneurs et les fonctions qu'il confère à cette faculté donnent une valeur telle qu'un savant sans imagination, je conclue là-dessus, n'apparaît plus que comme un faux savant, ou tout au moins comme un savant incomplet. Donc, le corail ne contient pas en lui-même, par sa forme, la clé de l'évolution. C'est plutôt au contact ou au mariage, si vous voulez plus exactement encore, de l'imagination de Darwin que la théorie des espèces a pu naître. Or, c'est bien beau, là, vous allez me dire, c'est formidable, Maxime, mais c'est un peu déprimant d'entendre Baudelaire parler de facultés quasi divines, puis ensuite de prendre Darwin comme exemple. Hein, ça nous ramène, nous, sur le plancher des vaches, puis on se rend compte que c'est beau ce pouvoir des images-là, mais ça n'a pas l'air d'arriver souvent. Ça a l'air d'arriver chez certains et pas chez d'autres. J'ai l'impression qu'il y a une petite réponse à faire à ça. Il est, à mon avis, possible de stimuler cette capacité-là à vivre, à créer du nouveau, à imaginer du nouveau. Puis pour ça, il n'est peut-être pas inutile de vivre des expériences. C'est un mot qui est extrêmement connoté, la notion d'expérience, mais je vais essayer de vous l'illustrer de la manière la plus claire possible. Lorsqu'on revient d'un voyage qui va nous avoir bouleversés, il semble que chaque mot
s'est ressourcé dans l'aventure qu'on a vécue. Le mot « fête » prend désormais les couleurs de celles auxquelles on a participé. Celui d'amitié, des rencontres qu'on a pu y faire. Nos valeurs aussi semblent s'être légèrement déplacées. L'ami qui écoute reconnaît d'ailleurs l'expérience vécue à ce frémissement du langage-là, à ces moments où nous semblons hésiter, où nous devons désormais réévaluer le sens de nos mots, les réorganiser pour épouser le contour de ce que nous avons vécu. Petit paradoxe, c'est donc souvent à travers le fait de raconter une expérience qu'on prend la mesure des transformations que cette expérience-là a pu nous faire subir. L'expérience est donc ce moment où le langage se ressource, où il change de sens. Voilà pourquoi, à mon avis, l'expérience est au cœur du geste de création. Et en fait, c'est là la thèse en fait, de mon livre. J'ai l'impression que la fréquentation des images, l'exemple de Darwin le montre, celui du fait de vivre des expériences, d'aller vivre des expériences le montre aussi. La fréquentation des images est aussi faite de ces moments de bouleversement. Que l'expérience nouvelle vienne de la rencontre d'un tableau ou qu'elle vienne d'un film qui nous propose de nouvelles manières d'imaginer nos relations interpersonnelles, d'une performance qui nous propose un nouveau modèle de vie à expérimenter, on a l'impression que, même si parfois ces changements-là sont informulés par le sujet qui les vit, les expériences esthétiques nous changent, parfois radicalement. Elles nous montrent bien qu'on n'est pas les êtres stables, massifs, transparents en nous-mêmes qu'on peut imaginer, que nous sommes en perpétuelle transformation dans un travail de construction, d'inflexion qui nous échappe largement. Voilà pourquoi, et c'est aussi ce que je voulais soutenir dans mon ouvrage, le contact des images et à l'art n'est pas d'abord une affaire d'érudition. Ce que je veux inciter, ce que je valorise, c'est au contraire de développer chacun un rapport personnel aux œuvres d'art et de laisser la magie opérer, de prendre le risque, si vous voulez, de voir de ce rapport aux images-là émerger des nouvelles expériences et peut-être de laisser les images, par contemplation, par disponibilité, être capable de bouleverser l'ordre sensible dans lequel on se trouve. Dans ce sens-là, et sans importance, ce que les autres pensent de votre rapport aux images, de vos goûts, de ce qu'il faudrait savoir ou pas sur les images pour aller au musée. Ça, c'est le métier des historiens d'art et ça fait partie, c'est pas l'obligation des spectateurs, c'est pas l'obligation des amateurs non plus. Il faut simplement se laisser aller à ce que les images suggèrent, aux souvenirs qu'elles soulèvent en nous, à la manière dont elles sont capables de nous réinventer, de nous transformer. Et à mon avis, c'est à vivre ce genre d'expérience esthétique-là que l'on est capable de donner tout le potentiel subversif, mais aussi toute la puissance aux œuvres d'art qu'on peut rencontrer dans notre rapport au monde. Voilà. Je vous remercie. J'avais d'autres choses, mais là, j'ai été long. On va laisser le temps aux gens de poser des questions. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vais d'ailleurs en profiter juste pour fermer la porte ici. Merci beaucoup, Maxime. Si vous avez des questions, simplement levez votre main. Moi, je vais ouvrir votre micro au besoin. Si ça ne vient pas spontanément, il y a une petite chose que j'aurais voulu aborder. Ça, c'est à l'expérience, si vous faites des conférences, vous devez absolument avoir une question à vous poser à vous-même. C'est toujours utile pour être capable d'ouvrir la période de questions. Puis je veux en parler un peu parce que j'avais annoncé le fait que j'allais aborder rapidement cet enjeu-là à certains. Le défaut, si vous voulez, de la question de l'expérience, c'est que ça nous place, si vous voulez, dans une position passive. Hein? L'expérience, c'est quelque chose qu'on subit. L'expérience, c'est quelque chose qui nous arrive. Et dans une certaine mesure que je développe cet argument-là, c'est peut-être aussi parce que je suis un bon historien d'art, entre guillemets, au sens de j'ai été bien élevé. Et je me situe dans une tradition qui remonte à Kant, là, pour faire savant, mais qui remonte depuis au moins le 18e siècle, qui vise à faire de l'esthétique une affaire de réception. On s'intéresse à la manière dont on reçoit les œuvres d'art, puis
Kant avait la notion du beau, puis il y avait la notion du sublime, puis il y avait toutes ces expériences-là qui renvoyaient à une affaire de réception. Il y a des artistes parmi vous, il y a des sculpteurs parmi vous, donc la question, ça peut être aussi celle-là. Est-ce qu'il n'est pas possible de produire du nouveau, non pas en subissant, si vous voulez, en laissant les images nous impressionner, mais en agissant? Y a-t-il la possibilité de produire du nouveau par un geste? Puis à mon avis, j'en parle pas dans mon bouquin, là, ça constitue, si vous voulez, la suite de mon raisonnement, puisque c'est à quoi je réfléchissais un peu ces temps-ci. Je pense qu'il y a un pendant, si vous voulez, où il y a un aspect complémentaire à cette notion d'expérience-là. Ce serait la notion d'acte, au sens psychanalytique du terme. Et donc, peut-être un acte qui renverrait au deuxième sens de la notion d'expérience, non pas juste celle de subir, mais l'expérience presque au sens scientifique, c'est-à-dire celui d'expérimenter, de tester. Faire une expérience, c'est aussi ça. Et donc, la psychanalyse insiste sur cette notion d'acte-là pour dire qu'un acte, en fait, puis le sens est assez strict, l'acte, c'est un moment où le sujet se réinvente. C'est un moment, en général, parfois d'une prise de risque. C'est un moment parfois dangereux qui implique que le sujet risque quelque chose. Et produire ce geste-là place le sujet parfois à l'extérieur de l'ordre symbolique habituel. L'acte, en ce sens-là, ce n'est pas une simple action parce que ça veut dire changer le sujet. Et dans une certaine mesure, le sujet se rend compte qu'il a produit un acte, souvent dans l'après-coup, lorsqu'il voit le résultat des courses, si vous voulez, lorsqu'il voit les effets de ce qu'il a fait comme geste. Parfois, il s'agit de dire non. Parfois, l'acte passe par le fait de dire non. Mais ce n'est pas juste ça. La psychanalyse distingue d'ailleurs, puis si vous avez des enfants, vous allez voir la différence très vite, là, entre un passage à l'acte et ce qu'on appelle en anglais un acting out. Un acting out, c'est la crise. C'est le moment où l'enfant décide de lancer un jouet à travers la pièce parce qu'il utilise cette crise-là comme une manière de communiquer, de réagir. C'est une crise qui est d'abord un geste de communication. Et ça, ce n'est pas le sens de l'acte au sens psychanalytique, ce n'est pas celui dont je parle présentement. Le passage à l'acte, c'est vraiment un geste qui ne vise pas à interagir avec l'autre. C'est vraiment un geste profond de transformation, de prise de risque, voire de sortie de l'ordre symbolique, qui fait que le sujet, soudainement, arrive à un endroit nouveau. Et c'est en se retournant pratiquement sur son chemin qu'il se rend compte qu'il s'est échappé, entre guillemets, des coordonnées habituelles du monde. Ce serait l'urinoir de Duchamp qui a ouvert un paradigme complètement nouveau dans le champ de l'art contemporain, ou ce serait peut-être le geste de Jackson Pollock de s'inspirer de la peinture de sable Navajo pour renverser la toile et peindre selon cette technique-là. Il a bouleversé le paradigme même de l'art moderne. Il a inventé une nouvelle identité artistique. On pourrait le voir, par exemple, chez les sculpteurs des années 60 et 70. Il y a donc vraiment, chez Jackson Pollock, un passage à l'acte qui est une rupture profonde et qui est une manière de, parfois sans le vouloir, d'ouvrir à un nouveau paradigme, comme ce sera le cas chez lui pour la peinture, comme ce sera le cas peut-être chez Duchamp dans la naissance de ce qu'on appelle l'art contemporain. Et donc, il y a la possibilité, peut-être par le passage à l'acte, d'être capable de renverser, d'ouvrir, si vous voulez, le paradigme dans lequel on se trouve. Et pour finir peut-être là-dessus, la question en vient naturellement à être comment on fait pour poser un geste comme celui-là. Comment on fait pour poser un geste qui nous arrache, entre guillemets, de l'ordre dans lequel on se trouve. Il n'y a pas directement de bonne réponse à ça. Il y a deux hypothèses ou il y a deux pistes soulevées, que ce soit par la philosophie ou par la psychanalyse. Ce serait d'être capable de puiser dans la singularité du sujet, d'être capable de chercher en nous, Deleuze parlait de notre devenir minoritaire, de ce que l'on a de singulier en nous, de ce que l'on a de plus particulier en nous, comme étant un levier pour être capable de bouleverser, de créer des vagues ou de transformer l'ordre symbolique dans lequel on se trouve.
Lacan dira, ce sera de travailler à partir de nos propres symptômes, c'est-à-dire les symptômes, c'est l'ensemble des éléments qui clochent, et dans une certaine mesure, par ce pouvoir-là de ce qui cloche, par la singularité qui est la nôtre, non pas essayer de devenir comme les autres, mais de puiser dans cette singularité-là, puis de s'en servir pour ouvrir les coordonnées du monde sensible, ce qui veut dire, en quelque sorte, donc, assumer cette singularité-là. Voilà, ça, je réponds à ma propre question. Toujours pas de questions, mais moi, peut-être réagir à ton propos, justement, surtout le dernier bout qui est plus dans l'acte de création, parce que j'avais beaucoup de questions, peut-être plus au niveau qui relevait plus de la médiation, en fin de compte, là, parce qu'on est ici pour parler aussi de rendre l'art accessible, mais ça, ce serait un autre sujet. Mais de l'acte de création, comme tu dis, de trouver une singularité, d'aller justement dans des lieux profonds, puis de découvrir, en fin de compte, découvrir ce qu'on peut être, puis de s'en servir justement de ce qu'on est dans notre être le plus profond, s'en servir comme levier, comme tu disais, comme moyen d'expression de quelque chose de complètement, une expérience complètement nouvelle qui amène complètement ailleurs, puis qui fait référence aussi que cet élément-là, qui se serve, que ce soit une force, pas juste parce que tu t'en sers pour illustrer quoi, mais que ça sert à illustrer tout ton cheminement, pour revenir justement à l'imagination de Darwin, que c'est pas juste le fait de créer de quoi qui peut avoir une analogie avec le monde réel, mais qui est un tremplin qui te sert, que cette image-là te sert à propulser ton imaginaire puis à propulser ta vision du monde. Oui. Oui, je pense qu'il y a vraiment puis peut-être pour rebondir sur la question de l'accessibilité, je pense que de poser les questions comme ça en termes d'expérience, puis là, on n'a pas parlé, parce que j'étais déjà très long, là, mais on aurait pu aborder la question des émotions. Une des critiques qu'on fait souvent en art contemporain, c'est de reprocher aux artistes de vouloir utiliser les émotions du spectateur comme si c'était quelque chose de vil, comme si c'était quelque chose de simpliste. On reproche aux artistes d'utiliser le penchant le plus faible des spectateurs en misant sur l'émotion, comme si c'était un travers, puis comme si c'était ce qui permettait de distinguer, parce qu'implicitement, c'est aussi ça, ce qui permettrait de distinguer le grand art, hein, l'art muséifiable, et l'art populaire. L'art populaire assumerait complètement l'utilisation des émotions. Le grand art, ce serait celui qui bouderait cette expérience-là. Donc, quand un artiste utilise l'émotion, ben, on a tendance à vouloir le caractériser dans un genre particulier. Je pense que c'est extrêmement méprisant que de faire ça. Je pense que c'est un vilain travers que c'est donné la critique d'art et voir l'histoire de l'art que de constamment reprocher à l'émotion d'être ce qui nous mènerait peut-être sur la voie de la société de consommation, que ce serait une manière de rappeler les plus vilains travers des publicitaires, etc. Je pense au contraire qu'on a besoin d'avoir une vie émotive. Je veux dire, moi, je ne sais pas comment les gens font pour s'en passer. Et j'ai l'impression aussi que c'est par là que l'on peut rejoindre un public très large dans le champ de l'art contemporain puis de l'art actuel. Je pense qu'on a à redécouvrir la capacité des émotions à nous rappeler nos souvenirs, la capacité des émotions à nous faire vivre du nouveau. Je pense que c'est aux artistes d'être capables d'utiliser ces émotions-là pour en faire peut-être effectivement plus qu'une simple séduction, mais d'en faire un élément de leur processus de création. Émotion comme pulsion, en fin de compte, pulsion de départ pour la création. Ben, tu sais, dans une certaine mesure, on ne sait pas ce qui va toujours toucher le spectateur. On s'en doute. Tu sais, évidemment, d'être capable de représenter un corps humain dans une sculpture ou dans une œuvre d'art, évidemment que ça va faciliter la capacité du spectateur à s'investir dans l'image parce qu'on a un rapport presque naturel au corps humain. On est capable de ressentir en nous le geste posé par le corps qu'on est en train de voir. Donc, tu sais, il y a des manières d'employer cette affectivité-là pour être capable de l'utiliser, d'utiliser un certain nombre de thèmes, etc. Mais moi, mon argument fondamental dans l'ouvrage, c'est là-dessus que j'insistais le plus directement, c'est le fait
d'arrêter de penser que la meilleure manière d'entrer au musée pour le spectateur, c'est de connaître l'histoire de chacun des artistes, c'est de nécessairement connaître d'avoir fait une thèse de doctorat sur le sujet pour se sentir autorisé à aller voir une œuvre. Puis je le sais très bien qu'il y a plein de gens qui se sentent dans cette position-là. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire en arrivant au musée, fait qu'ils préfèrent pas y aller. Puis je veux dire, je peux comprendre dans une certaine mesure. Moi, il y a des textes, je le répète souvent, il y a des cartels de présentation d'expositions dans des musées, on ne les nommera pas, dans des musées que je ne comprends pas. Je veux dire, j'ai 2 doctorats, je veux dire, ça va faire 15 ans que je fais ça. Je ne comprends rien du texte. Je veux dire, ça me laisse sans, les bras me tombent. Fait que je peux imaginer que pour un public de néophytes, ce soit difficile. Je pense qu'il faut être capable d'autoriser une entrée profane, j'allais dire un rapport sauvage aux œuvres d'art. Parce que c'est comme ça que, dans une certaine mesure, il se produit plein de choses. Puis il y aura toujours l'historien d'art dont il n'y a personne qui remet en question la légitimité et la nécessité. Mais pourquoi est-ce que ce serait nécessaire d'imposer cette vision-là à l'ensemble des spectateurs? OK, c'est beau, merci. Rachel, oui. Oui, c'est ça. Puis à ce niveau-là, peut-être juste rajouter justement, ça veut dire que le spectateur qui aborde l'œuvre justement avec ses simples impressions, mais le rôle justement de médiation qu'un musée pourrait avoir justement pour favoriser ce type d'expérience-là, ou même pour nous, si je prends Beaussart, si je reprends le contexte dans lequel la conférence a lieu, quel genre d'activité pourrait permettre justement une activité de médiation qui pourrait permettre justement permettre aux visiteurs d'avoir tout simplement de vivre une impression, puis de pas aller justement, de ne pas se miser sur une connaissance de la sculpture ou de l'œuvre de l'artiste, puis de le situer dans l'histoire de l'art. Je sais pas, il y a des choses qui sont facilitantes à ce niveau-là, tout simplement. Vous en faites déjà un peu, je pense, puis je pense que Léna va avoir une question, mais il y a des choses que vous faites assez naturellement, c'est-à-dire de mettre les œuvres à la disponibilité du public, de les rendre disponibles, de les rendre visibles, de les faire exister, de les faire circuler. Puis ensuite, il y a un beau travail de médiation à faire, c'est-à-dire d'être capable de prendre quelqu'un, un guide, qui va prendre un certain nombre de personnes, puis qui va les accompagner, puis qui va leur dire ça, qui va leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous voyez? Il se passe quoi, là? Puis dans une certaine mesure, moi j'en reviens souvent à cet exemple-là, les gens qui ont le moins de difficultés avec l'art contemporain, qui ont le moins une réaction, parce qu'il y en a qui ont des réactions épidermiques, je le sais très bien, moi-même longtemps j'en ai eu. Mais les gens qui ont le moins de réactions épidermiques par rapport à l'art contemporain, c'est les enfants. Puis la raison pour laquelle les enfants ont un rapport si naturel à l'art contemporain, c'est parce qu'ils savent très bien faire ça naturellement, sans se sentir complexés, de projeter leur propre univers intérieur sur les œuvres et de les comprendre à partir de leurs propres expériences, de leurs propres... et eux, ils ont un plaisir naturel par rapport aux œuvres d'art. Ils ne se soucient pas de la valeur, ils ne se soucient pas de savoir s'ils auraient été capables de le faire ou pas. Ça ne les fâche pas de savoir que c'est rendu au musée ou qu'on a fait une exposition là-dessus. Ils sont dans un rapport direct à l'œuvre. Puis je pense qu'il faut recommencer à valoriser ça, à être capable de valoriser cette expérience sensible-là pour elle-même. C'est vrai que le fait que ce soit dans l'espace public, ça l'aide beaucoup à démocratiser puis à rendre ça accessible parce que je veux pas, il y a une forme, pour beaucoup de gens, d'entrer au musée, c'est de quoi d'inconcevable. Ils disent, ça ne m'appartient pas, ces lieux-là. Ça fait que le fait de les côtoyer tout simplement au jour le jour, ça leur permet de les apprivoiser d'un, puis d'avoir un rapport, justement, de se créer une impression réelle avec l'œuvre, puis qui n'est pas dictée par quoi que ce soit, qui n'est pas dictée par un discours, qui n'est pas dictée par une connaissance quelconque. C'est juste une appréciation sensorielle. Après ça, je laisse la parole à Léna, mais je pense que les musées ils travaillent de plus en plus, puis vous aussi, c'est-à-dire de faire de l'espace muséal ou de faire de l'œuvre d'art un lieu dans la communauté. Pas un lieu en marge de la communauté, mais un lieu dans la communauté, un endroit où on va pouvoir faire des conférences, se rendre, imaginer des situations qui vont faire que cet espace-là est au milieu de la ville, pas à côté, pas un endroit où effectivement il faut s'habiller chic pour être capable d'y aller ou qu'on a peur d'être regardé par les guides qui sont là, puis je ne sais pas qui. D'être capable de se dire cet espace-là, c'est à moi.
Puis le rapport que j'entretiens à ces œuvres-là, c'est le mien. Puis le reste, je veux dire, on s'en fout, il va naître des choses de ça, les gens vont en tirer des choses, ça va les faire réfléchir ou ça va leur faire vivre une expérience. Puis à partir de là, ça va être en masse, j'allais dire, ça suffit à soi-même. Léna, je pense que vous aviez une question. Pas vu de mie, c'est Léna. Ah, je l'ai trouvé. Attendez, je viens de lui proposer de réouvrir son micro. Oui. On vous entend. Oui. Ben, c'est moins une question, en fait, qu'une façon de rebondir sur ce que vous dites et sur ce que M. Gagné dit également, parce que tout de suite, j'ai noté, en fait, entre l'acte et le recours aux singularités et à nos propres symptômes, en fait, ce dont il était question juste un petit peu avant qu'on parle de la médiation, ben, c'est l'écriture. Je pense que toute une façon, en fait, de revoir la façon d'écrire sur les images. On parlait des cartels, mais aussi les catalogues d'exposition qui, souvent peuvent être imbuvables. Il y a une façon, je pense, justement, d'amoindrir le hiatus entre la façon dont l'artiste essaie de transmettre un acte et la façon dont l'historien, lui, essaie de reconstituer ou, disons, en fait, de transmettre lui-même cet acte-là par l'écriture en ayant recours, comme vous le disiez, à nos propres singularités. En fait, je pense qu'il y aurait moyen de ne pas taire notre propre voix aussi, les historiens de l'art, hein, puis ceux qui écrivent dans les catalogues d'exposition, que ce soit des essayistes ou autres. Puis je pense que ça donnera un peu plus d'humanité à la chose, de ne pas se retrancher derrière une panoplie de références, certes, qui peuvent être pertinentes, mais qui peuvent justement effrayer beaucoup le lecteur ou le visiteur qui décide de passer au musée puis qui se sent un petit peu envahi par toute cette masse-là de documentation. Donc, je pense que l'écriture, ça reste une clé. Ça reste une clé pour que ce soit les musées, les centres d'artistes, pour justement être capable de rejoindre aussi le visiteur ou l'amener en fait à se sentir bien devant une œuvre d'art, bien ou pas bien. Bon, ça dépend, là. C'est sûr que l'émotion n'est pas nécessairement positive, mais au moins d'être capable de ne pas lui faire peur. Mais en tout cas, c'est ma réflexion. Je pense que toujours l'écriture passe un peu à côté, on n'en parle pas trop, mais ça reste important parce que c'est un des moyens principaux de médiation dans les institutions culturelles. Donc, il faut vraiment, en fait, il faudrait qu'on commence à y réfléchir peut-être davantage pour être capable de garder notre monde, comme on dit, dans les institutions. Donc, voilà, c'est une petite pensée comme ça pour rebondir sur ce que vous disiez. Merci, merci Léna. Puis il y a un bon point là-dessus. Je pense qu'il y a effectivement un travail d'écriture à faire. Il y a un travail d'interrogation aussi de la part des universités, des historiens de l'art pour être capable de se rapprocher un peu je ne sais pas, du public potentiel, puis peut-être qu'en même temps, je me fais l'avocat du diable, peut-être que tout n'a pas à être encore davantage vulgarisé. Il y a peut-être des choses qui, je ne sais pas, qui doivent l'être, puis d'autres qui ne doivent pas l'être de la même manière, puis qui servent de, je ne sais pas, de lieu de réflexion pour d'autres artistes, que sais-je. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut être capable d'ouvrir un peu tout ça, d'être capable de rendre disponibles les images, puis le discours, puis encourager les artistes, parce que ça aussi, ça va avoir un effet d'émulation, ça va changer un petit peu le rapport à la pratique. Tu sais, on n'en parle pas, mais il faut savoir aussi qu'il y a des artistes qui mènent un travail qui est profondément intellectuel, puis qui nécessite une grande complexité théorique pour être capable d'être compréhensible, puis qui, dans une certaine mesure, peut-être se sont fermés à la volonté d'une accessibilité au public. Je pense qu'il ne faut pas exclure la possibilité aussi d'être capable d'ouvrir des pratiques aussi, non seulement d'ouvrir la réception des œuvres d'art, mais peut-être à terme aussi d'ouvrir des pratiques.
Peut-être un élément que j'aurais ajouté, oui, c'est ça, il peut y avoir des pratiques qui demandent une forme d'hermétisme, ça, je suis d'accord avec ça, mais c'est peut-être aussi tout voyons, le rapport qu'on peut avoir avec les œuvres d'art, c'est aussi beaucoup une question d'éducation. Ça fait que peut-être dans l'éducation, on était justement éduqués à avoir une connaissance des œuvres, mais si on avait une éducation qui nous portait plus à apercevoir l'œuvre comme elle est au départ, puis idéalement, peut-être que la description puis le texte qui accompagne apparaîtrait graduellement. Après un certain temps, ça permettrait justement d'avoir une appréciation de l'œuvre pour ce qu'elle est avant d'avoir le texte qui explique l'œuvre au départ. Là. Parce que souvent, c'est ça, c'est que c'est une question d'éducation. On est habitué de voir, de lire avant de regarder l'image. On s'attarde au titre des fois avant d'apprécier l'œuvre. Ça fait qu'il y a peut-être un bout d'éducation qui pourrait être fait dans ce sens-là, d'amener en premier les enfants à apprécier l'œuvre pour ce qu'ils sont, puis après, de voir tout le contexte, puis tout ce que l'artiste a voulu exprimer, puis ce qu'un historien de l'art peut aussi vouloir transmettre au niveau du contexte de comment ça se situe dans l'histoire de l'art. C'est vrai. Personne d'autre de questions? Non. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Sachez d'ailleurs, si vous avez des amis, des parents, si vous demandez quoi faire ce soir, vous vous dites, tiens, ce serait formidable si je pouvais réécouter cette conférence. Sachez que c'est possible. Elle est enregistrée, donc on pourra la mettre sur le site de Beaussart. Là, je sais qu'il y a des gens que ça aide peut-être à endormir le soir, donc gênez-vous pas pour profiter de cet enregistrement. Voilà. Ben, merci à tous d'être venus. Merci de votre présence. Puis, bon Beaussart, en fait. J'espère que vous allez voir les autres événements de Beaussart. Puis, avec un peu de chance que l'an prochain, on va pouvoir tous se retrouver ensemble sur place pour être capable d'aller voir les œuvres in situ. Merci encore, puis bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.